Mexique, 1861. Un nouveau président arrive au pouvoir, c'est Benito Juárez. Hélas, ce Mexicain progressiste d'origine zapotèque, qui n'a même pas l'espagnol comme langue maternelle, ne plaît pas à l'élite blanche conservatrice qui demandera l'intervention étrangère. C'est la France napoléonienne qui viendra en aide aux conservateurs pour mettre en place un régime catholique et pro-français. Mais en 1867, après plusieurs années de lutte acharnée, les pro-Juárez arrivent à faire fuir les Français et à se libérer de l'impérialisme catholique fasciste. Enfin non, pas fasciste, car le fascisme en soi, ça n'existait pas. Du moins, le mot n'existait pas. Juárez reprend le pouvoir en 1867. Il est un symbole fort du nationalisme mexicain et de la lutte contre les puissances impérialistes, notamment celle de Napoléon III. D'ailleurs, Napoléon III sera lui aussi viré du trône en 1870 avec la Commune de Paris, où de nombreux révolutionnaires étrangers sont intervenus, comme par exemple Amilcare Cipriani, italien, qui se fera arrêter l'année même et envoyé au bagne en Nouvelle-Calédonie, puis extradé en Italie en 1881. À ce moment-là, en Italie, Alessandro est un véritable militant socialiste révolutionnaire. À force de participer à des troubles politiques et manifestations comme tout bon Antifa, Antifa, on peut pas dire Antifa car Antifa ça veut dire antifasciste, mais le fascisme n'existait pas encore à l'époque. Du moins, pas le nom. Bref, comme tout bon causeur de troubles socialistes, il finira par être fiché et fera même 6 mois de prison. En 1882, il aide son ami Andrea Costa à devenir député. Pour la première fois, il y a un député socialiste au Parlement italien. Bref, ce socialiste d'Alessandro a un fils en 1883. Il décide de lui donner 3 prénoms. Le 3e prénom sera Amilcare, comme le révolutionnaire italien de la Commune de Paris. Le 2e prénom sera Andrea, comme l'anarcho-socialiste qui venait d'être député. Et le 1er prénom sera Benito, Benoît en espagnol, comme le révolutionnaire mexicain Benito Juárez. Benito Andrea Amilcare, que des prénoms de révolutionnaires. Je t'ai donné un vrai prénom de gauchiste. Benito Andrea Amilcare Mussolini. Ça sonne bien. J'espère que tu sauras devenir un vrai gauchiste comme moi. J'espère que tu sauras faire de notre cher nom de famille, Mussolini, un vrai nom de révolutionnaire socialiste. Hein? Bref, Benito Mussolini était né. Benito Mussolini va évidemment devenir comme son père, un véritable socialiste. Benito, allez, avant de se coucher, on se fait une petite lecture du Capital de Karl Marx. Bref, en 1900, Benito a 17 ans et il décide de faire un grand pas dans le gauchisme. Il s'inscrit au Parti socialiste. Évidemment, petit rappel anachronique, le Parti socialiste à l'époque, c'est pas comme un Parti socialiste en 2021, c'est un vrai parti d'extrême gauche. Bref, Benito est engagé politiquement, et à 18 ans, il peut commencer à être enseignant suppléant. Sauf qu'à 18 ans, c'est le moment où il faut faire son service militaire. Et oui, Benito décide donc de fuir en Suisse, comme tout bon pacifiste anti-guerre. En Suisse, il se fait arrêter pour vagabondage, pas facile d'être un migrant italien en Suisse francophone. Il va ensuite continuer sa vie en Suisse, que ce soit celle romande ou alémanique. Il va participer à l'écriture de journaux socialistes à destination des migrants italiens en Suisse. Il participera même à des grèves et sera souvent à l'origine même de ces grèves. En 1903, il est donc arrêté par la police pour agitation politique. Alors comme ça, on participe à faire des grèves et des manifestations violentes. Encore un de ces antifas. Ah bah non, il est pas antifa, car antifa ça veut dire antifascisme, et le fascisme ça n'a pas encore été inventé. Bref, il se fera souvent arrêter en Suisse, après avoir bien agité les mouvements socialistes. En 1904, il rentre en Italie, évidemment il se fait condamner pour avoir refusé de faire son service militaire, et du coup, il le fait, il n'a pas le choix. Ah, le service militaire, ce truc de facho. Non, ah oui, c'est le mot qui n'existe pas encore. Bon, j'avance un peu dans le temps, ce qu'il faut savoir c'est que Mussolini va sympathiser avec différentes personnalités dans le milieu de l'extrême gauche, pour ensuite trouver un emploi dans le journal L'Avvenire et del Lavoratore, où il sera le secrétaire. Il se fera arrêter encore une fois pour propos violents à l'encontre de l'Empire d'Autriche-Hongrie, allié de l'Italie. Mussolini devient de plus en plus connu médiatiquement. Il fait partie de la branche la plus révolutionnaire des socialistes. En gros, il veut pas que les changements sociétaux se fassent par le vote, il veut que ça se fasse par la force, en renversant le pouvoir. En 1911, Mussolini devient de plus en plus extrémiste sur ce plan, et le Parti socialiste a peur d'une scission. Mussolini est prêt à en faire une. Entre-temps, il continue à militer contre le colonialisme et le militarisme. Il en a marre de toutes ces guerres faites pour enrichir le capital. Vous êtes tous des fachos. Non, ah oui pardon, le mot n'existe pas encore, c'est vrai. Cette même année, l'Italie désire annexer la régence de Tripoli qui appartient à l'Empire ottoman. Beaucoup de manifestations contre la guerre viennent contester le choix du gouvernement italien. La régence de Tripoli sera quand même annexée suite à une guerre contre la Turquie. Mussolini, lui, sera arrêté par la police lors d'une manifestation. Il est condamné à 1 an de prison. Ça fait un scandale dans la gauchosphère de l'époque. Beaucoup soutiennent Mussolini, finalement, après des recours, il ne fera que 5 mois de prison, et Mussolini en profitera pour écrire un livre. Il parlera de cette guerre de colonisation et des crimes de guerre commis par son pays. Début 1912, Mussolini sort de prison. Il est accueilli comme un héros qui est prêt à se battre pour défendre l'anticolonialisme. Il grimpe rapidement les échelons dans le Parti socialiste et devient le numéro 1 de l'aile maximaliste.
un des courants du socialisme italien. Il devient par la même occasion directeur du journal Avanti, le journal officiel du Parti socialiste. Bref, il devient toujours plus populaire et le journal Avanti est toujours mieux diffusé. Mussolini connaîtra pourtant un échec politique en étant candidat socialiste à la Chambre des députés. Un membre du Parti républicain sera élu à sa place dans sa circonscription. Bref, avançons jusqu'en juin 1914. Il y a ce qu'on appelle la Semaine rouge. Des manifestants d'extrême gauche sont tués par des policiers lors d'une manifestation contre des réformes gouvernementales. Ces manifestations se transformeront en émeutes et l'Italie doit faire appel à l'armée pour résoudre le conflit. Mussolini fait partie des organisateurs des manifestations. Ah, ces policiers qui tuent des manifestants. Notre pays est en train de devenir de plus en plus fasciste, c'est grave. Non. Ah oui, le mot n'existe pas, pardon. Puis ensuite, c'est la Première Guerre mondiale qui commence. L'Italie hésite à intervenir elle aussi aux côtés de l'Autriche et l'Allemagne. Mais il y a beaucoup de questionnements sur l'intérêt pour l'Italie. Les socialistes et autres mouvements d'extrême gauche sont eux formellement contre l'entrée en guerre. Mussolini en première ligne. Il est évident que la guerre ne sert qu'à une seule chose, enrichir les capitalistes qui fabriquent des armes. Cependant, Mussolini commence à s'inquiéter de la neutralité italienne. En octobre 1914, alors que l'Italie n'est toujours pas entrée en guerre, il écrit un article expliquant que la non-intervention italienne peut avoir des répercussions sur le long terme, sur le plan diplomatique. Par la même occasion, il a conscience qu'une entrée en guerre pourrait aider le peuple à mieux s'armer et à créer une révolution socialiste. Son désir d'intervention fait qu'il va se disputer avec le reste du parti et va finalement être exclu en novembre 1914. Ah, c'est la cancel culture. En fait, à partir de ce moment-là, Mussolini change légèrement d'orientation politique. Il commence à admirer aussi la nation, il veut la protéger, mais tout en gardant ses idées révolutionnaires. En 1915, l'Italie déclare la guerre à l'Autriche et Mussolini demande même à être enrôlé. Il partira faire la guerre et continuera à écrire son journal qui sera diffusé et l'aidera à devenir encore plus populaire. Son journal est Il Popolo d'Italia, lancé en 1914. En 1918, une fois la guerre terminée, il retourne à la direction de son journal, dont la ligne éditoriale évolue peu à peu. Il est évident que Mussolini faisait peur aux capitalistes, il était tellement populaire avec ses discours marxistes qu'il aurait pu lancer un mouvement révolutionnaire. Et la peur s'est accentuée avec la Russie, qui était devenue communiste. C'est pourquoi Mussolini est même financé par des organismes privés pour qu'il reste tranquille et au contraire continue à développer son discours nationaliste. En fait, Mussolini, même s'il est d'extrême gauche, est intéressant car il est favorable à la guerre. C'est pourquoi des entreprises milanaises n'hésitent pas à financer son journal. Bon, il serait temps de parler d'un autre truc maintenant. Et oui, le bâton, oui. Vous connaissez ce bâton? Mais si, vous connaissez le bâton qu'on trouve sur le passeport français par exemple. Bon, je vais vous expliquer. Dans la Rome antique, il y a des magistrats. Ils ont une escorte qu'on appelle les licteurs. C'est eux qui s'occupent de la justice. Et leur symbole, c'est ce bâton. On appelle ce bâton un faisceau, comme un faisceau lumineux par exemple. Et pour être plus précis, on appelle ça un faisceau de licteur, car c'est le licteur qui le porte. C'est juste un symbole, hein, rien de plus. Du coup, quand arrive la Révolution française, le faisceau de licteur devient un symbole à la mode, aimé par les républicains car il symbolise la justice et l'autorité. Bref, les idéaux d'égalité. C'est ainsi normal que le faisceau de licteur devienne un symbole apprécié par les mouvements de gauche. À l'époque, être républicain, c'était être de gauche. Du coup, ce n'est pas étonnant que les mouvements révolutionnaires en Sicile, dans les années 1890, prennent le nom de faisceau sicilien. Les Siciliens vont réussir à développer pas mal de mouvements, souvent à l'aide de personnes peu politisées. Ce ne sera pas réellement un mouvement socialiste, mais du moins il sera très progressiste. En 1894, l'État envoie l'armée pour arrêter le mouvement. Et 20 ans plus tard est créé le faisceau d'action révolutionnaire par différents syndicalistes favorables à la guerre. Mussolini en fera partie, et ce mouvement restera actif après la guerre. En 1919, l'orientation politique du mouvement change et devient plutôt un groupe d'anciens combattants proches de la gauche. Mais petit à petit, le mouvement fait entrer aussi des anciens combattants d'autres horizons. En fait, elle accepte petit à petit des gens plus nationalistes, moins marxistes, etc. Bref, le mouvement se droitise. Il se droitise à un tel point qu'il commence à prendre de l'ampleur. En gros, différentes idéologies vont fusionner. À la fois le côté nationaliste patriotique et à la fois le côté socialiste révolutionnaire. En gros, on peut parler de rouge-brunisme. Différents mouvements d'anciens combattants vont voir le jour et une union sera proposée en 1919, donnant place à un nouveau mouvement commun, les faisceaux italiens de combat, avec Mussolini comme chef. C'est officiel, on peut le dire, Mussolini s'est bien éloigné de ses idées de gauche pour passer dans le nationalisme. De plus, le nouveau mouvement est créé à l'aide d'industriels italiens. Mais le mouvement se dit apolitique, il ne prend pas une réelle idéologie communiste ou nationaliste, ça va juste se faire naturellement par la suite. Je pense qu'il faut arrêter d'en vouloir à nos ennemis de l'autre bord politique et ne pas hésiter à s'en rapprocher. Le mouvement devient de plus en plus radical et forme petit à petit une sorte de milice. Quand le Parti socialiste organise des manifestations, les mouvements des faisceaux italiens font brûler le siège du journal L'Avanti, celui dont Mussolini était directeur. Après, on reste apolitique. Fin 1919, il y a des élections. Le Parti socialiste fait un succès électoral, les faisceaux italiens qui étaient présentés ne font qu'un faible score, mais ils continuent de pratiquer des violences, devenant petit à petit une sorte de bras armé révolutionnaire.
Mais il y a un problème, le mouvement de Mussolini ne plaît pas à certains. À gauche, il a été un peu exclu. À droite, il y a encore le souvenir d'un mouvement révolutionnaire vu comme trop progressiste. Mussolini doit donc changer l'orientation de son mouvement pour séduire la classe conservatrice. En mai 1920, grâce à des changements d'orientation, les faisceaux italiens commencent à recevoir des financements de la part d'industriels italiens. Le mouvement devenant un groupe armé, il intéresse les grosses entreprises qui voient en lui une sorte de protection rapprochée. Mais en 1921, il y a un revirement dans le Parti socialiste. Ce dernier subit une scission. Les communistes et autres mouvements les plus marxistes décident de créer un nouveau parti, c'est le Parti communiste italien. Le Parti socialiste en profitera pour se modérer et devenir un parti plus accessible pour un électorat plus large. Giovanni Giolitti, président du Conseil italien, de droite, a peur de perdre les prochaines élections car le Parti socialiste a toujours plus de succès. Il existe donc un véritable risque que les socialistes arrivent au pouvoir en Italie. Ce dernier décide donc de faire une alliance avec Mussolini, qui accepte de se lancer politiquement à droite. C'est un succès pour le bloc national, même s'il arrive troisième. Mussolini devient un député et les milices des faisceaux italiens continuent de créer des violences en Italie. Ils mènent une politique d'attaque envers tout opposant à leurs idées, c'est ce qu'on appelle le squadrisme. Dans tous les cas, aux élections, le Parti socialiste est arrivé premier, mais sans majorité. Un gouvernement est créé avec Ivano Bonomi comme Premier ministre. En novembre 1921, les faisceaux italiens font un rassemblement pour créer un véritable parti politique. Il s'appellera le Parti fasciste. Faisceau se dit fascio en italien, et logiquement, l'adjectif est devenu fascista, francisé en fasciste ensuite. Les squadristes fascistes ont continué à se développer et ces milices ont pris petit à petit des mairies. En février 1922, Luigi Facta devient Premier ministre à la place de Ivano Bonomi. En fait, il y a un problème, et ça arrive souvent en Italie, on n'arrive pas à créer un véritable gouvernement. Le Parti socialiste est arrivé en tête, mais n'a pas de majorité à gauche. En seconde position, il y a le Parti populaire à droite, et en troisième, le bloc nationaliste, lui aussi de droite. Le roi d'Italie nomme logiquement un membre du Parti populaire pour créer une coalition modérée. Il paraît évident pour les milices fascistes qu'il faudrait donner le pouvoir à Mussolini plutôt qui a réussi à rassembler dans le bloc nationaliste et qui pourrait faire une coalition avec le Parti populaire. Ces milices toujours plus nombreuses, comptant de nombreux anciens combattants dans leur rang, menacent d'aller prendre directement le pouvoir à Rome. Entre le 28 et le 31 octobre, les milices fascistes arrivent à Rome en masse. Ils sont environ 50 000 chemises noires de toute l'Italie, venus pour demander à mettre au pouvoir leur leader. Le 30 octobre, Mussolini arrive à Rome, il est acclamé par les chemises noires, il rencontre le roi et lui promet de créer un véritable gouvernement en faisant une alliance avec les autres partis. Le 31 octobre, c'est officiel, le roi le nomme président du Conseil. Ah merci, je vais essayer de faire une vraie coalition. Mussolini est élu par le Parlement grâce aux voix de droite. Les voix de gauche ne votant pas pour lui, en raison du désordre ambiant, Mussolini arrive à récupérer les pleins pouvoirs administratifs pour une durée d'1 an, c'est une période d'état d'urgence. En janvier 1923, les chemises noires, c'est-à-dire les milices fascistes, sont institutionnalisées comme une véritable police. Afin d'éviter d'avoir une chambre des députés fragile, Mussolini fait voter une loi qui permet de changer le système électoral, permettant d'avoir plus facilement une majorité à qui arrive premier. C'est la loi Acerbo. Comme toujours, c'est les partis de gauche qui ont refusé de voter pour la loi contrairement à ceux de droite qui étaient favorables. En 1924 ont ainsi lieu les nouvelles élections politiques et sans surprise, le parti fasciste arrive en tête avec 60% des voix. L'opposant socialiste Giacomo Matteotti dénonce les élections et considère que l'État est en train de devenir une dictature. Ce qui se passe dans cette majorité donnée au parti fasciste est grave. Notre État est en train d'aller vers le fascisme. Enfin, je veux dire, vers un État où un parti politique contrôle tout avec des milices paramilitaires. Il se fera assassiner quelques jours plus tard par un partisan fasciste. L'événement fit scandale et de nombreux parlementaires dénoncèrent le parti fasciste. C'est la sécession aventiniana. Le mouvement prend de l'ampleur pour dénoncer le danger que représente Mussolini. Il est demandé au roi d'Italie de changer le gouvernement, mais le roi préfère ne rien faire. Écoutez, le parti fasciste a pris le pouvoir, il faut accepter la victoire, laissons-leur une chance. Mussolini sera à la fois fragilisé et à la fois réconforté, l'opposition disparaissant du Parlement. Le 3 janvier 1925, Mussolini fait un discours où il assume les mouvements de désordre créés par les milices fascistes. À partir de là, il va commencer à mettre en place plusieurs lois. En fait, c'est vrai que c'est un peu chaotique, mais j'assume. Totalement. Ouais, j'assume ce qui s'est passé. Alors d'abord, une loi sur l'hygiène en entreprise, ce qui permet une meilleure surveillance de ces dernières. Il crée ensuite une association du temps libre pour proposer des activités aux travailleurs. Il lance une politique alimentaire pour rendre le pays autosuffisant en blé. Il lance une politique anti-mafia pour éradiquer la mafia en Sicile. Après toutes ces grandes avancées, en fin d'année 1925, Mussolini met en place la loi sur les organismes collectifs qui leur donne plus d'obligations vis-à-vis de l'État. Puis ensuite une loi sur les journaux qui doit être accréditée par l'État pour publier. Évidemment, je fais toutes ces lois pour le bien-être de tout le monde. Enfin, en janvier 1926, le statut du président du Conseil change pour devenir chef juridique, puis en avril 1926, le droit de grève est supprimé pour mettre à la place des syndicats reconnus par l'État. Enfin, le 5 novembre 1926, les partis politiques qui ne sont pas le parti fasciste sont interdits. À partir de cette date, on peut dire que l'Italie est devenue une dictature.
Pourtant, le régime reste inchangé. C'est toujours une monarchie, il y a toujours le roi, et Mussolini n'est que le président du Conseil. Mais dans les faits, en ayant mis en place ses lois petit à petit, il a réussi à détenir un pouvoir et le consolider. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à voter sur le sondage Twitter pour la prochaine biographie.